Et je remercie les organisateurs de m'avoir invité à cette réunion. J'avais un double challenge. Premièrement, de présenter ça en 5 minutes, ce qui est quand même compliqué. Et deuxièmement, de passer derrière Philippe Néret sur la même présentation. Je vais donc essayer de passer assez rapidement sur la présentation, sur les premières diapositives. Il faudrait que je comprenne où est le clic d'ailleurs. Le clic est où? Ah, merci. Le bouton vert, c'est quoi? Ah, pardon. Donc, les objectifs de la reprise de prothèses de genoux, vous les connaissez bien, et c'est vrai que restaurer la hauteur de l'interligne articulaire est un élément important dans la prise en charge de ces reprises de prothèses de genoux. Et puis, il y a deux éléments importants finalement. C'est premièrement l'évaluation ligamentaire, l'évaluation des pertes de substances osseuses, l'évaluation de l'interligne articulaire eu égard peut-être au genou natif ou contralatéral, mais avec les limites que cela peut avoir, et on le verra dans la suite de la présentation. Et puis surtout connaître l'implant de reprise et ses possibilités, et l'ancillaire bien sûr de pose, ça paraît essentiel quand on veut essayer de faire justement ce qu'on avait planifié de faire ou s'adapter à la situation de la reprise. Il ne faut pas confondre finalement la hauteur de l'interligne fémoro-tibiale et la hauteur de la rotule, puisque finalement quand on détermine cette hauteur fémoro-tibiale par rapport à la ligne bi-épicondylienne notamment, et que finalement on augmente la hauteur de polyéthylène, on peut finalement rabaisser la rotule sans pour autant modifier l'interligne. On a un effet de distraction par la hauteur du polyéthylène avec un rabaissement de la rotule, mais pas forcément de modification de l'interligne articulaire eu égard à l'articulation fémoro-tibiale. Donc il faudra gérer les deux. Alors on connaît l'influence de cette hauteur de l'interligne, parce que quand on rehausse cette interligne articulaire, on sait qu'on va engendrer une instabilité en mi-flexion, rehaussée avancée, qu'au contraire, quand on la rabaisse et quand on la recule, on va engendrer un genou plutôt serré, et que, eu égard au respect des espaces en flexion et en extension de façon à restituer la balance ligamentaire, le fait de rehausser ou d'abaisser cette interligne aura une répercussion mécanique sur l'implant de reprise. On sait également que cette modification de l'interligne, nombreuses publications le montrent, ont une influence sur le résultat fonctionnel, ont une influence sur les douleurs antérieures et également ont une sensible influence sur le pourcentage de révision de ces implants de reprise, et donc les publications que je passerai ici le confirment. Je m'attarde sur cette publication, 107 prothèses, analysées sur les genoux natifs, analysées sur les primo-implantations et sur la reprise, avec, on le voit, une sensible variation déjà sur la primo-implantation de la hauteur de l'interligne, mais surtout, après reprise de la prothèse, une variation qui peut aller jusqu'à 7 à 10 mm de variation. Et on voit très bien ici, sur cette série qui montrait dans la majorité des cas un rehaussement de l'interligne articulaire, la liaison qu'il y a entre les scores algo-fonctionnels et la variation de l'interligne. Vous avez en référence 0 ici, oui, ça passe, excusez-les. Pour partir en arrière, on peut ou pas? Partir en arrière, c'est... On avait donc la référence 0 qui était l'axe anatomique, et on voyait que plus on s'éloignait de cette référence et plus les scores étaient mauvais. L'important est donc de planifier, l'important est d'évaluer bien sûr la situation, mais surtout donc d'établir, fort de la connaissance de sa prothèse, la stratégie opératoire. Alors les repères, vous les connaissez pour la majorité tous, hein, ce qu'on utilise communément pendant ces reprises, c'est l'épicondyle, c'est la tuberosité tibiale, et c'est un certain nombre d'autres éléments qui également peuvent aider pendant l'intervention. Alors la ligne bi-épicondylienne, elle est citée dans beaucoup de publications comme étant référence, et c'est vrai qu'on peut estimer qu'il y a une relation affine notamment entre la distance entre les deux épicondyles et la hauteur de l'interligne rotulienne, comme vous le voyez ici, avec dans la plupart des communications, là encore, une fiabilité plus importante de l'épicondyle médial versus l'épicondyle latéral, et une reproductibilité du planning préopératoire, voire des situations péropératoires qui semblent plus intéressantes avec l'épicondyle médiane. Ça a été également vérifié sur un travail sur les IRM sur genou natif par Elvire Servien, avec un ratio qui a été annoncé entre la hauteur de l'interligne et la distance entre les deux épicondyles de 28%, et en se passant du genre et de la taille finalement, puisqu'on a un ratio par rapport à la taille, donc du genre, c'est-à-dire en fait du sexe. Le problème, c'est qu'effectivement, c'est intéressant, mais sur ce papier qui regroupe 22 genoux, avec une analyse du genou natif après primo-implantation et après révision, on se rend compte que finalement, la primo-implantation et la hauteur de l'interligne après primo-implantation n'est pas une bonne référence pour la hauteur de l'interligne, puisque dans cette série, on voyait déjà qu'après primo-implantation, on avait des rehaussements de l'interligne dans 9 cas sur 22, ce qui est beaucoup, et de 12 cas plus distal, et que si on revoyait ces mêmes genoux
référence à la hauteur de l'interligne anatomique, on se retrouvait avec des variations notables de cette hauteur par rapport à l'interligne native. On peut se référer au-delà de la ligne épicondylienne à la tubérosité tibiale. Là aussi, vous avez un ratio qui peut être intéressant à utiliser et qui se dispense également de la taille de l'anatomie du fémur notamment. Malgré tout avec quelques limites, puisqu'on sait qu'il y a une grande variabilité, et ça le papier de Patrice Mertel et collaborateurs l'a montré, c'est qu'on a une variabilité des hauteurs, que la tubérosité tibiale semble beaucoup plus fiable que le sommet de la tête fibulaire et qu'on a des asymétries sur 25 genoux de ces 125 genoux caucasiens, des asymétries d'interligne entre le genou droit et le genou gauche, donc beaucoup de prudence dans l'interprétation, notamment lors de la planification de la hauteur de l'interligne par rapport au genou contralatéral. Pour certains, le tubercule de l'adducteur peut aussi être intéressant avec effectivement une distance que vous voyez ici. Et enfin, n'oubliez pas la rotule. La hauteur de l'interligne, c'est une chose, mais la rotule fait partie, entre guillemets, de cette hauteur. Et cet index est intéressant puisqu'on peut le calculer avec le point T'. C'est l'index de Caton modifié, qui est publié Jacques Caton et Monsieur Prudon. Et vous voyez qu'on peut tout à fait avoir aussi une idée en préopératoire de la hauteur de la rotule à ajuster éventuellement en péropératoire si on soulève par exemple la tubérosité tibiale. Vous avez ici la photographie finalement de l'ensemble de ces repères et c'est en fait en fonction de ces repères qu'on va essayer pendant l'intervention. Parfois ces repères ne sont pas faciles à vérifier, en tout cas à retrouver pendant la chirurgie et évidemment c'est toujours plus facile d'en parler que de les opérer. Donc, pour être un peu pratique quand même, parce que là c'est très théorique, donc premièrement, il faut, pour nous, c'est le tibia first. Donc on commence à, entre guillemets, fixer la hauteur de l'interligne par rapport à ce tibia, en ayant toujours en arrière-pensée le sommet de la tubérosité tibiale et ses 33 mm, 32 à 34 mm par rapport au sommet de la tubérosité qu'on marque avant de soulever la tubérosité tibiale s'il y a besoin. On ajuste, après évaluation des pertes de substance, utilisation de cale, voire d'offset, on ajuste effectivement par rapport à l'axe mécanique et donc perpendiculaire à l'axe du diaphysaire, on positionne l'implant tibial sans débordement et sans sous-dimensionnement non plus pour éviter tout problème secondaire. Bien sûr offset, je passe rapidement, et puis une fois rehaussé par rapport au tibia cet espace, et bien sûr théorique, on ajuste par rapport à un certain nombre de critères, notamment le notching antérieur, la rotation du carter fémoral. On va évaluer la perte de substance distale fémorale, voire rafraîchir les coupes et juger de la nécessité ou non de mettre en place des cales, tant d'abord en distal, après fixation de l'offset antéro-postérieur et de la rotation fémorale, et par ajustement également de cales distales, puis évaluation de l'espace postérieur et éventuellement utilisation de cales postérieures, comme vous le voyez sur ces diapositives, pour finalement ajuster en fin d'intervention, soit par un release comme on l'a vu, mais jusqu'à 1 cm sur les tendons rotuliens qui sont souvent courts, en décollant comme on l'a vu hier le tendon rotulien et en raccourcissant un petit peu la TTA, soit en essayant de la rehausser autant que faire se peut pour effectivement essayer d'adapter au mieux la hauteur rotulienne. Je finirai sur quelques téco-messages. En gros, c'est simple d'en parler, difficile de les opérer. Il faut bien sûr avoir une bonne analyse préopératoire et puis finalement les landmarks citées sont globalement assez fiables et permettent en tout cas d'ajuster au mieux cette interligne. Bien sûr, il faut savoir ce qu'on veut faire, mais il faut savoir avoir les moyens aussi de le faire et donc connaître bien sûr les capacités de son implant et faire le bon choix. Je vous remercie.